Alors pour cette quatrième séquence, je souhaite aborder en fait les concepts et outils d'évaluation de l'environnement optimal de l'apprentissage, notamment la modélisation du flow en éducation et du flow. Alors, depuis une quarantaine d'années, de très nombreux outils d'autodescription ont été créés afin d'étudier les éléments et la nature instable et les phénomènes subjectifs liés au flow, tels que les entretiens qualitatifs, les questionnaires et la méthode d'échantillonnage de l'expérience vécue, ESM, Experience Sampling Method, que j'avais évoqué dans la première séquence. Un très grand nombre de chercheurs utilisent encore l'ESM. Cette méthode, qui consiste à répondre à un court questionnaire lorsque la sonnerie d'un téléavertisseur retentit, a un grand intérêt. Cependant, il est difficile de l'utiliser systématiquement, car elle est à la fois longue, relativement contraignante pour les sujets, et dans certains contextes, elle peut même interrompre le flow, dans le cadre du surf sur Internet, une compétition sportive, une performance musicale. En effet, dans ces contextes, si les sujets participant à l'étude utilisant l'ESM sont en état de flow, au moment où le téléavertisseur va se déclencher, ils vont sortir du flow. Plusieurs questionnaires ont été élaborés sur la base d'études qualitatives pour mesurer le flow, comme par exemple l'échelle du flow de Meyer en 1978, un instrument de mesure autodescriptif qui est une estimation de la fréquence avec laquelle une personne ressent chacune des 9 dimensions originelles du flow. Cet outil est utilisé pour des mesures répétées, afin d'évaluer les différences de l'état de flow selon l'activité pratiquée à divers moments de pratique de cette activité. D'autre part, plus récemment, une échelle de flow a été élaborée, fondée sur les questionnaires développés dans des contextes spécifiques tels que le sport, par Jackson et ses collègues. Après le sport, le travail et les loisirs, ce sont les liens entre le flow et l'usage du numérique qui ont intéressé le plus grand nombre de recherches en Amérique du Nord, en Asie et en Australie. Webster, Trevino, Ryan ont développé en 1993 une échelle mesurant le flow en termes de 4 dimensions, à savoir le contrôle, l'attention, la curiosité, l'intérêt intrinsèque. Gagny et Despentes, en 1994, ont proposé une autre échelle qui mesure 4 dimensions du flow, à savoir l'enjouement, la concentration, le contrôle, les défis. À partir des travaux de Elena et Holbrook en 1986, Novak et ses collègues en 2000 ont développé une échelle qui mesure 13 dimensions du flow, mais sur 66 items. Estimant que la passation de cette échelle était susceptible d'empuigner les répondants, et donc de fausser les résultats, Pearce, Henley et Howard, en 2005, ont développé une échelle de 11 items qui mesure 3 dimensions du flow, le contrôle, le plaisir et l'intérêt, s'inspirant donc des travaux de Trevino et Webster. En Australie, Jackson et ses collègues ont élaboré le Flow State Scale. Ce questionnaire construit pour mesurer le flow en contexte sportif comprend 36 items répartis sur les 9 dimensions originelles du flow. En Europe, c'est principalement Reinberg et ses collègues qui ont étudié la relation entre le flow et la motivation. Selon Reinberg, Vollmeier et Ingessner, le caractère intrusif et le temps nécessaire à l'usage de l'ESM, ou la plupart des échelles de mesure utilisées le plus souvent, présentent l'inconvénient majeur d'interrompre le flow, d'où l'élaboration de l'échelle courte de flow, Court Flow Scala, publiée en 2003. Vollmeier et Reinberg estiment que Flow Scala est une échelle de mesure du flow adaptable à de très nombreux contextes. En 2008, Baker a défini une échelle spécifique de 13 items comprenant le flow au travail. Il comprend 3 dimensions, l'absorption, le plaisir, le travail, la motivation intrinsèque au travail. Cette échelle présente cependant, pour tout ce qui concerne notre recherche, une limitation de ne pas prendre en compte les conditions d'apparition du flow. Très récemment, Fu Suyu, en 2009, ont élaboré une échelle spécifique de mesure du flow pour le Serious Game, en 8 dimensions, mais de plus de 40 items. En France, à la suite des travaux de Jackson, sur une version française du Flow State Scale a été validée en 2007 par Fournier et ses collègues. À ma connaissance, il n'existait d'autres versions françaises pour la mesure du flow avant que je ne commence à vouloir étudier le flow en contexte éducatif. Donc, comme vous l'aurez compris, il y a une réelle controverse scientifique passionnante sur les outils de mesure du flow. Csikszentmihalyi lui-même énonce que, bien qu'il y ait d'un côté les degrés Celsius et de l'autre côté les degrés Fahrenheit, quand on prend les thermomètres, même s'ils n'indiquent pas les mêmes indications de température, pourtant il fait toujours aussi chaud. Donc ce n'est pas un problème sur le plan théorique et sur le plan pratique, qu'on ait des outils différents. L'objectif, c'est d'arriver à construire un outil qui soit à la fois suffisamment compact pour ne pas fatiguer les répondants et en même temps qui permette d'étudier les différentes dimensions du flow
notamment pour essayer de comprendre comment s'imbriquent les conditions d'apparition du flow et les caractéristiques ou effets du flow. Pour ma part, quand j'ai testé, donc, après des apprentissages, l'échelle de Jackson en 9 dimensions, avec les 36 items, flow set scale, je me suis aperçu que les choses étaient beaucoup plus confuses après une activité d'apprentissage qu'elles ne pouvaient l'être pour un sportif qui est entraîné sur le plan métacognitif à se souvenir de toutes les étapes par lesquelles il est passé pour réaliser une performance, qu'elle soit réussie ou échouée. Et du coup, ce qui est apparu, c'est qu'en fait, les conditions d'apparition du flow, en fait, qui résument, je dirais, les 6 premières étapes du flow, étaient compactées en une seule dimension. Par contre, on observait bien les 3 dernières dimensions sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Alors, un autre aspect très important concerne l'absorption cognitive. Donc, j'ai donné cette définition étendue par rapport à celle d'Agarwal et Akarana, qu'elles ont d'ailleurs tout à fait validée dans un échange que j'ai pu avoir avec elles, à savoir qu'il s'agit d'un état de profond engagement focalisé sur la volonté de comprendre, avec comme sans l'usage du numérique. C'est lié à un épisode d'attention totale, expérience optimale d'apprentissage, qui absorbe et qui focalise entièrement les ressources cognitives, au point de ne plus rien que d'autre n'importe que de comprendre, ce qui a pour conséquence immédiate que plus rien ne peut perturber la compréhension, qui est exclusivement centrée sur la compréhension. Alors, donc, dans l'échelle construite, nous avons 4 en fait, dimensions. Une dimension qui est les conditions du flow, qui est liée donc, au sentiment de maîtrise, de contrôle de l'activité. C'est le contrôle cognitif, donc qui correspond aux 6 premières étapes du flow. Et on a 3 dimensions qui correspondent aux effets, à savoir l'immersion et la perception altérée du temps. La dimension 3, l'absence de préoccupation à propos du soi. La dimension 4, expérience autotélique, le bien-être procuré par la tâche. Donc là, je présente, mais vous aurez l'occasion de pouvoir le relire. Ce qui est important, c'est de voir que les 3 dimensions, contrôle cognitif, immersion et altération de la perception du temps, et absence de préoccupation à propos du soi, en fait, constituent l'absorption cognitive. Donc cet état de profond engagement, engagé sur la volonté de comprendre, avec comme sans l'usage des technologies numériques. Et donc, c'est, pour le dire autrement, le contrôle cognitif est donc une condition d'apparition du flow. Les 3 dimensions, contrôle cognitif, immersion et altération de la perception du temps, absence de préoccupation à propos du soi, constituent l'absorption cognitive, le moment où on est complètement pris dans l'apprentissage, et le résultat final de toutes ces dimensions, c'est le phénomène autotélique, donc le bien-être ressenti quand on s'aperçoit qu'on a compris. Et qui fait que, quand on a eu la chance de vivre au moins une fois cette expérience, elle a un côté tellement tripant, comme dirait Csikszentmihalyi, qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça recommence. Et c'est tout le bien que je vous souhaite à l'occasion de la participation à ce MOOC.